aujourd'hui nous sommes en compagnie de Thierry de chez Le Prêtre, responsable de la conservation départementale du département des Vosges, on va bien préciser. Aujourd'hui, je pense que si les gens connaissent derrière vous, on va reconnaître tout de suite un bâtiment. Je vous laisse nous préciser dans quelle petite commune on est. Je dis commune, petite commune parce que c'est vraiment ça quoi, au départ. Hein. Donc nous sommes dans la vallée de la Meuse, dans le village de Domrémy-la-Pucelle. Et donc ce village est connu pour abriter la maison natale de Jeanne d'Arc, puisqu'elle est née ici en 1412. Voilà, alors on va en profiter si vous voulez bien, parce qu'on ne va pas leur en vouloir, ils font de la tondeuse. On va rentrer dans le bâtiment, puis on va parler un petit peu plus de Jeanne d'Arc. Voilà, on vient tout juste de rentrer dans la maison de Jeanne la Pucelle, je vais me permettre de le dire comme ça. Je vous laisse nous présenter un petit peu ce site, s'il vous plaît. Alors la maison natale de Jeanne d'Arc, donc date du XVe siècle. Évidemment, depuis le XVe siècle, elle a subi beaucoup de modifications. En particulier parce que une ferme avait été construite au XVIIIe à proximité et donc n'est conservé que le noyau en quelque sorte de cette maison. Mais un travail important qui a été mené très tôt, en 1820, par un archéologue, Jean-Baptiste Jollois, a permis de déterminer en fait et de reconnaître chacune des pièces. On possède, et c'est la chance un petit peu sur ce dossier, de beaucoup d'éléments qui nous permettent en fait notamment de savoir que la maison de Jeanne d'Arc était dotée d'une cheminée. Donc ça c'est relaté notamment dans le procès de Jeanne d'Arc, et aussi qu'elle avait des frères et des sœurs, cinq enfants en tout, donc au sein de la famille. Et on a pu, grâce à ces différents éléments, identifier la chambre de Jeanne d'Arc qui regardait vers l'église. Ça, c'est un détail vraiment important. Je me permets juste de vous couper, mais contrairement à l'idée, enfin moi personnellement c'était une jeune paysanne, mais j'ai découvert que son père avait une position assez importante quand même à Domrémy. Alors voilà, bon, on l'a dépeint, et puis ça c'est un petit peu l'historiographie qu'il a décrit généralement comme une jeune bergère. Alors ça a été forgé beaucoup au XIXe siècle, hein, cette image un petit peu romantique. En l'occurrence, son père était cultivateur, plutôt donc un riche cultivateur qui possédait des fermes, qui possédait une maison. Donc tout ceci, effectivement, permet de considérer que la maison de Jeanne d'Arc elle-même était une maison plutôt riche pour l'époque, une maison en pierre, ce qui n'était pas en fait le cas de toutes les maisons à cette époque qui étaient pour beaucoup encore en bois. Donc très important, il y a aussi des documents qui nous permettent de découvrir cette maison. Hein. Je vous laisse nous en parler. Voilà, donc en 1820, quand le Conseil général des Vosges, à l'époque, va acquérir cette maison, elle va confier à un archéologue, Jean-Baptiste Prosper Jollois, le soin d'identifier, de reconnaître et de restaurer la maison natale de Jeanne d'Arc. On avait un îlot. Depuis le XVe siècle, on avait des bâtiments qui s'étaient construits tout autour, des bâtiments agricoles, avec, comme dans la plupart des villages lorrains au XVIIIe, une phase importante de construction. Le travail de Jean-Baptiste Prosper Jollois, qui était ingénieur, ça va être d'essayer de démêler tout ça et d'identifier quelle est la partie la plus ancienne, la partie 15e. Donc il va identifier cette partie ici, qui est en couleur, et il va démonter les bâtiments qui se trouvaient en fait en périphérie pour libérer en quelque sorte la maison. Il va aussi procéder à des réintégrations, notamment le linteau qui est au-dessus de la porte, qui devait appartenir à cette maison du XVe siècle, avait été transféré, ça on a des éléments pour le dire, dans une ferme à côté. Donc il va réintégrer cet élément pour redonner en fait une lisibilité à cette maison. Donc c'est un travail archéologique, véritablement, très important, et qui a été fait en 1820, ce qui est très précoce, puisqu'en quelque sorte, on est dans une maison historique au sens des monuments historiques, mais les monuments historiques ne vont véritablement être identifiés comme tels et définis, faire l'objet d'une définition très précise, qu'en 1840, avec Prosper Mérimée notamment. Donc c'est un des cas les plus anciens en France,
de travail sur cette notion de monument historique lié à un personnage illustre, ici Jeanne d'Arc. C'est ça, c'est assez passionnant finalement. Le but au départ, c'est vraiment de l'archéologie ou c'est de mettre en valeur Jeanne d'Arc justement en donnant un point où les gens peuvent se retrouver? Là, on a redécouvert Jeanne d'Arc au XIXe siècle. Voilà. On avait finalement assez peu d'éléments, assez peu d'archives. Le procès de Jeanne d'Arc qui s'est déroulé à Rouen. Donc pour toute cette raison, au XIXe siècle, on va faire en sorte de ressortir ces éléments, de ressortir ces archives et de redonner un petit peu une lisibilité à ce personnage dont l'histoire, dont la politique même s'empare assez rapidement. Et c'est ça qui va justifier notamment ce travail sur la maison de Jeanne d'Arc et puis aussi toute la mise en valeur du village, notamment autour de l'église, et puis la construction d'un nouvel édifice de pèlerinage, cette fois-ci, à la fin du XIXe siècle par Paul Sédille, donc la basilique du Bois-Chenu. Voilà, moi j'ai pris un petit peu d'avance. Où on se trouve cette fois-ci? Alors, on est dans la pièce qui est identifiée comme étant la chambre de Jeanne d'Arc. Donc, elle possédait une chambre pour elle seule, donc ça montre déjà en fait qu'elle était, disons, l'opulence de sa famille par rapport aux paysans de l'époque. Et détail important, cette chambre donc donnait sur l'église, puisque dans son procès, dans le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, il est relaté qu'elle pouvait entendre la messe. Ce qui explique aussi sa dévotion, on va dire, les voix qu'elle a entendues, les choses comme ça pourrait venir aussi de ça? Alors, elle a entendu ces voix à 13 ans, donc ces voix célestes, qu'on va identifier ensuite comme étant les voix de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Donc elle va effectivement peut-être baigner à cause de la proximité aussi de la maison familiale de l'église paroissiale, elle va baigner dans un environnement religieux, ça c'est certain. Voilà, juste, on va en terminer sur la maison, mais je trouve comme assez intéressant parce que tout est en pierre, comme vous l'avez expliqué. C'est bien délimité, il y a quoi, 4-5 pièces là, quand on rentre dans cette maison? Là, il y a 4 pièces qui ont pu être identifiées comme appartenant à cette maison du XVe siècle. Alors, il y avait peut-être encore des dépendances à côté, notamment des dépendances agricoles. Mais là, disons qu'on a le noyau, et surtout, c'est un bâtiment qui possédait déjà à l'époque un étage, ce qui montre aussi la richesse de la famille. Une nouvelle fois, tous les paysans n'étaient pas en capacité de pouvoir s'offrir une maison de ce type. Voilà, alors juste avant de se rendre à la basilique, je vais vous demander simplement, parce que c'est une curiosité aussi, c'est toutes les statues qu'on voit dans le village. Si vous voulez bien, on va se mettre devant une et vous nous expliquerez un petit peu la raison de toutes ces statues. D'accord. Voilà Thierry, juste avant d'aller en extérieur découvrir quelques statues, il y en a déjà une très intéressante ici, dans la maison même. Voilà, puisque durant le XIXe siècle, on a réalisé beaucoup de statues de Jeanne d'Arc, mais il s'agit d'une des statues les plus anciennes qui a été réalisée par Marie d'Orléans, qui était la fille du roi Louis-Philippe. Et là, c'est la tenue combattante, on va dire, c'est ça qui est donné? Voilà, en ce début du XIXe siècle, on va forger progressivement un petit peu l'image de cette Jeanne d'Arc guerrière, donc avec une cuirasse et avec cette épée. Voilà Thierry, alors on sort de la maison, on a vu une première statue, cette fois-ci on va parler du linteau de la porte aussi. Alors effectivement, cette porte est dotée d'un linteau qui est intéressant puisque ce linteau date de 481, donc un peu après la mort de Jeanne d'Arc, d'où la présence de l'écusson des propriétaires de l'époque, les Tisselins, mais on a aussi donc représenté l'écusson de la famille de Jeanne d'Arc. Donc l'épée, les 2 fleurs de lys, la couronne, et ça c'est en référence évidemment à l'écusson des rois de France, et c'était le roi Charles VII qui avait anobli donc en 1429 l'ensemble de la famille de Jeanne. Des inscriptions qui se sont effacées ici et là, vive la beurre, et puis vive le roi Louis. Donc là on parle du roi Louis XI puisque on est donc en 1481, après le règne de Charles VII. Et donc il y a une statue juste au-dessus aussi, là aussi qui a son importance, on va dire. Alors cette statue, effectivement, a été réintégrée ici sur cette façade,
mais c'est une statue donc, qui date du début du XVIIe siècle et qui est en quelque sorte dérivée d'un modèle qui date du XVIe, la statue de Jeanne d'Arc en orante, en prière en quelque sorte, donc qui était sur le pont d'Orléans et une des premières statues qui a été représentée après donc, le martyre de Jeanne d'Arc. Donc celle-ci, datant du XVIIe, eh bien, c'est une des plus anciennes aussi conservées en France. Jeanne, donc, qui est représentée en prière, en cuirasse, et c'est un témoignage vraiment très, très important. Voilà, puis l'extérieur de la maison a son importance parce que comme vous nous l'avez expliqué à l'intérieur, il y avait différents corps de bâtiments et on en a encore des traces. Hein. Voilà, aujourd'hui donc on a un très beau jardin tout autour de cette maison natale, mais on voit encore des arrases de pierre qui correspondent aux bâtiments qui petit à petit en fait avaient été adossés, avaient été construits tout autour de la maison natale. Et lorsque donc en 1820 on a procédé à sa restauration, on a démoli un certain nombre de ces bâtiments, mais une restauration récente a permis quand même de les montrer en plan. Donc ça montre un petit peu le contexte pour qu'on ne croie pas que cette maison était comme elle l'est aujourd'hui, complètement isolée. Autre statue, même plus grand que nature, hein, je dirais. Je vous laisse nous la présenter, cette très très belle statue encore une fois. Alors c'est une statue donc, qui date de la seconde moitié du XIXe siècle et qui est assez représentative donc, de ces statues qu'on va voir dans beaucoup d'endroits. Et alors ici avec un groupe représentant Sainte-Catherine et puis donc Jeanne d'Arc qui brandit l'épée qui va lui permettre donc de délivrer la ville d'Orléans des Anglais en 1429. Alors à chaque fois on est dans la symbolique, hein. Tout à l'heure on l'a vu en armure, cette fois-ci en jeune fermière mais tenant une épée. C'est l'image qui compte déjà, non, à cette époque on va dire? Ah oui, bien sûr, parce que bon, ça compte beaucoup dans le mythe de Jeanne d'Arc. En gros, on va retenir que deux périodes de sa vie. La partie de son enfance, donc ici, à Domrémy. Donc cette enfance considérée comme une enfance de paysan, de bergère. Et puis ensuite, à partir du moment où elle part à Vaucouleurs, donc pas très loin d'ici, eh bien la guerrière qui va d'abord permettre le sacre de Charles VII à Reims en juillet 1429, et puis ensuite donc qui va libérer au mois de mai la ville d'Orléans. Voilà, on ne retient que, et puis malgré tout, il ne faut pas l'oublier, sa mort sur le bûcher en 1431. Mais ça, on va le retrouver plutôt dans la peinture, en fait, le dernier épisode de sa vie. Alors on va passer à l'étape ultime, je dirais, du symbole du culte de Jeanne d'Arc. On va se rendre carrément à une basilique qui lui a été dédiée. Voilà, tout à fait. Donc ça correspond à ce mouvement à partir donc des années 1860, 68 même précisément, où on va souhaiter lancer un procès de béatification pour Jeanne d'Arc. Donc ça va prendre un certain nombre d'années puisqu'elle ne sera béatifiée qu'en 1909 et elle sera canonisée en 1920. Maintenant, on est à 1 ou 2 kilomètres, on va dire, de Domrémy-la-Pucelle. Je vous laisse nous expliquer, on reste juste sur les statues et on parlera du superbe bâtiment qui se trouve derrière nous après. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors ce groupe, en fait, il était situé sous le porche de l'église à l'origine, à la fin du XIXe siècle. Et c'est un groupe assez emblématique puisque c'est la rencontre de Jeanne d'Arc, en quelque sorte, avec Sainte-Catherine, Saint-Michel et Sainte-Marguerite. Donc ces fameuses voix célestes qui vont être à l'origine de sa vocation et qui vont être à l'origine un petit peu de son destin. Donc Saint-Michel domine. Saint-Michel, c'est aussi un personnage en cuirasse, un personnage qui comptera beaucoup dans la vie de Jeanne d'Arc. Et c'est la raison pour laquelle, quand la basilique, qu'on va voir dans un instant, a été érigée, a dû porter un nom, eh bien, on va lui donner le nom de Saint-Michel. D'accord. Simplement, là, on est dans une création d'art ou et c'est un vilain mot que je vais utiliser, mais de la propagande? Ah, on est dans une dévotion vraiment religieuse. Dévotion plutôt, alors. On est vraiment dans une dévotion. Rappelez-vous Saint-Michel
On peut se rappeler aussi cette statue qui est au sommet du mont Saint-Michel, Oui, ouais, ouais, ouais. dans la baie. Donc Saint-Michel établit en quelque sorte le lien entre ces personnages mystiques incarnés ici par Jeanne d'Arc et puis le côté guerrier. Jeanne d'Arc, elle va défendre la France, mais pas en son nom. En son nom au nom de Dieu, aidé par Saint Michel. Donc c'est tout ça qui est exprimé. Voilà. C'est vraiment une dévotion religieuse. Voilà Thierry, là comme on peut le voir, on domine un superbe paysage où se trouve la basilique et c'est justement une des raisons pour laquelle elle se trouve ici. Je vous laisse nous parler un petit peu, qu'est-ce qu'on va dire, un petit peu des mythes aussi de la région. Alors le site du Bois Chenu, c'est comme ça qu'il s'appelle, a été fréquenté par Jeanne d'Arc durant son enfance, puisque c'est là que se tenaient notamment des réunions, la fête de la fontaine, autour d'un arbre sacré avec le Seigneur. Donc c'est l'endroit aussi où Jeanne d'Arc a eu sa vocation et c'est la raison pour laquelle ça restera vraiment un lieu emblématique. Alors un lieu qui n'a pas fait l'objet d'autres occupations au Moyen-Âge, mais après la mort de Jeanne d'Arc, on va ériger ici une petite chapelle qui va disparaître sans doute pendant la guerre de 30 ans et il faudra attendre donc le 19e siècle, la fin du 19e siècle, pour qu'on se réapproprie en quelque sorte ce lieu en construisant donc une basilique de pèlerinage qui explique en fait ces esplanades. Ce lieu était vraiment fait pour accueillir des centaines de personnes lors de ce pèlerinage dédié à Jeanne d'Arc. Et cela avant même donc sa béatification, puisque le procès va commencer en 1868 et elle ne sera donc béatifiée qu'en 1920. Voilà, donc c'est une église qui possède deux niveaux et c'est une église qui a été construite en calcaire, donc une ressource qu'on trouve évidemment beaucoup en Lorraine, mais avec une particularité au niveau du décor, c'est la présence donc d'une polychromie. On a donc même dans l'appareil la présence de plaques de couleurs différentes et puis surtout donc de la mosaïque. Alors la mosaïque est très présente à l'intérieur mais également ici en façade et ce qui caractérise aussi cette façade c'est la présence de symboles. Alors des symboles qui vont accompagner, même si cette église est dédiée à Saint-Michel, des symboles qui vont accompagner le mythe de Jeanne d'Arc. On retrouve l'épée de Sainte Catherine, on retrouve la palme des martyrs de Sainte Marguerite par exemple, et puis la couronne de France et notamment aussi l'hélice. Donc tous ces objets qui vont cristalliser en quelque sorte la représentation traditionnelle, historiographique de Jeanne d'Arc. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de la basilique et comme vous me l'avez expliqué, il y a des illustrations qui sont tout simplement formidables et un résumé historique, on va dire. Voilà, ces tableaux sont vraiment les tableaux de la vie de Jeanne d'Arc et représentent les différentes étapes de sa vie. Autour de cet arbre, l'arbre des fées, et puis on voit au premier plan Jeanne d'Arc recevant ces voix célestes des trois personnages qu'on a évoqués, c'est-à-dire Saint-Michel qui domine, Sainte Catherine avec son épée, et puis Sainte Marguerite qui lui remet son casque. Donc ça c'est vraiment fondateur par rapport donc au commandement que va recevoir en quelque sorte Jeanne d'Arc. Alors il faut rappeler que Jeanne d'Arc donc va aller rencontrer le capitaine du château de la forteresse de Vaucouleurs, situé pas très loin d'ici, toujours dans la vallée de la Meuse, et que le capitaine de Baudricourt, donc en 1429, va armer Jeanne d'Arc pour entamer en fait eh bien, son parcours en France pour aller délivrer la France des Anglais. Elle se rend d'abord à Chinon pour rencontrer Charles VII. Charles VII s'était caché. Il s'était caché parmi la foule des courtisans et le premier miracle que Jeanne d'Arc va accomplir, c'est qu'elle va le reconnaître parmi ses courtisans. Donc c'est ça qui est exprimé dans cette scène.
Encore une fois, je vais juste vous laisser nous dire à peu près la taille de ces tableaux, parce que je ne suis pas sûr qu'on se rende compte à l'image, mais c'est impressionnant et encore une fois très très beau. Hein. Oui, ce sont des tableaux qui mesurent à peu près 3 mètres de haut et puis 8-9 de largeur. Donc ce sont vraiment des fresques, mais ce sont des peintures à huile dites marouflées, c'est-à-dire qu'on a intégré ces tableaux dans l'architecture en quelque sorte. Ce tableau, en l'occurrence, représente Jeanne d'Arc donc à Orléans. Donc, elle délivre Orléans des Anglais et elle est accueillie comme une sainte, en quelque sorte, déjà par la population. Mais dans un geste de modestie qu'on voit ici représenté, eh bien, elle fait en sorte de minimiser son rôle. Voilà. Alors ça, c'est une étape, c'est une bataille dans laquelle le rôle de Jeanne d'Arc n'a pas été, d'après les informations historiques que nous avons conservées, aussi importante qu'il pourrait paraître, donc c'est la bataille de Patay, mais qui montre comment, au XIXe siècle, on considère la chevauchée, en quelque sorte, de Jeanne d'Arc et son rôle guerrier. Jeanne d'Arc n'était pas une guerrière, ce n'est pas elle qui chargeait, mais en revanche, elle a joué un rôle évidemment très important pour mobiliser les armées du roi de France contre les Anglais. Donc là, je vous laisse nous décrire l'étape suivante dans la vie de Jeanne d'Arc, cette fois-ci à Reims, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous sommes le 17 juillet 1429, la ville d'Orléans a été libérée des Anglais et Charles VII peut devenir roi, donc il est sacré à Reims comme c'est la tradition. Et Jeanne d'Arc apparaît donc dans cette scène à l'arrière-plan, en quelque sorte pour accompagner ce sacre. La légende dit « Noble roi, maintenant est accomplie la volonté de Dieu qui m'avait commandé de vous amener en cette cité de Reims pour y recevoir les saintes onctions du sacre, qui montrent que vous êtes le vrai roi et celui auquel doit appartenir le royaume de France. » En cela, eh bien, on essaye de fermer la page de cette lutte entre les Bourguignons et les Armagnacs, avec évidemment les Anglais qui étaient les alliés des Bourguignons à l'époque. Voici étape ultime de la vie de Jeanne d'Arc. Très beau tableau encore une fois, et comme vous l'expliquez, c'est le plus souvent en peinture qu'on décrit cet épisode de sa vie, finalement. Enfin, sa mort plutôt. Voilà, puisque donc là, on est en 1431, donc elle a été arrêtée par les Anglais à Compiègne un an auparavant. Elle est traduite donc au procès de Rouen, qui se tient au pied de la cathédrale en 1431. Et donc elle est brûlée sur la place de Rouen en mai 1431. On voit sur ce tableau, en fait, à la fois les maisons qui ont environné cette place, mais aussi la cathédrale au fond, à l'arrière-plan. Cette coupole, en fait, c'est l'apothéose de Jeanne d'Arc et ce qu'on appelle le cortège des saints de France. On a une représentation, en fait, de 45 personnages qui forment une espèce de cortège. Des saints qui accompagnent en fait la béatification de Jeanne d'Arc, donc qui intervient en 1920. Que cette coupole aussi a de particulier, d'ailleurs ainsi que l'ensemble des plafonds, c'est qu'en cette fin du XIXe siècle, on redécouvre un petit peu les églises paléochrétiennes, les premières en fait, en particulier celles du IVe, du Ve siècle, et on s'inspire de ces éléments redécouverts, en particulier de ces mosaïques, parce que l'art de la mosaïque, on sait que c'est quand même caractéristique de l'Antiquité. Or, donc, on redécouvre et on réutilise, à la fois dans le milieu religieux, ici pour une basilique, mais on va utiliser aussi des mosaïques pour des bâtiments profanes. Et même la toiture à caisson, avec ses décors peints, évoque aussi un petit peu le modèle paléochrétien, mais avec, et c'est le cas du plafond, avec des signes, des symboles qui rappellent directement la fonction de cette église, puisqu'on va retrouver l'épée de Sainte Catherine, on va retrouver la fleur de lys, donc du roi de France, et puis la croix de Lorraine.
Thierry, on tient une nouvelle fois vraiment à vous remercier de votre accueil parce qu'on a fait des découvertes passionnantes et on en profite un petit peu pour annoncer des manifestations qui vont se dérouler dans la région et peut-être plus particulièrement à Domrémy. Je vous laisse nous en parler. Voilà, on a un certain nombre d'ateliers, d'animations organisés tout l'été, en particulier un temps fort lors du week-end du 15 août, 13, 14 et 15 août, avec des reconstitutions historiques, avec là aussi des ateliers, donc pour redécouvrir un petit peu tout l'aspect féerique du Moyen-Âge. Donc bienvenue à Domrémy à l'occasion de ce week-end et puis toute l'année. Voilà, simplement un site internet peut-être pour avoir des renseignements, je ne sais pas, ou un numéro de téléphone. Le site internet c'est vosges.fr, donc vous trouverez là l'ensemble des informations sur le site de Domrémy et sur l'ensemble des sites départementaux gérés par le Conseil départemental des Vosges.